Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une interview avec Rémi Imolib que vous pouvez retrouver sur internet à ce nom-là. Donc écoute, merci Rémi d'être présent pour cette petite interview. Est-ce que tu pourrais te C'est à toi. présenter à notre audience un petit peu et dire en quelques mots qu'est-ce que tu fais, où tu habites, quel âge tu as et qu'est-ce que tu fais comme investissement dans l'immobilier en fait. Voilà. Ouais, bien sûr. Bah, écoutez, déjà, merci pour l'invitation. C'est cool de se faire, comme on disait, un pseudo live malgré le confinement. Donc, c'est cool de continuer à apporter de la valeur. C'est un peu ma vision aussi de la chose. Je suis désolé, je suis un petit peu à contre-jour parce qu'il fait très lumineux dehors. Donc, ouais, tu me demandais d'où je viens. Je suis du sud. Donc voilà, c'est plutôt cool. On est confiné, mais il fait 25 degrés, donc on va pas se plaindre. Donc, comme tu l'as dit, donc moi, je m'appelle Rémi. Sur tout ce qui est réseaux sociaux, je suis plus connu sous le nom de Imo Libre. Donc, c'est sur Facebook ou Instagram, vous pouvez me reconnaître et me retrouver à ce nom-là. Donc, moi, je suis investisseur immobilier depuis un peu plus de 3 ans. J'ai 30 ans. Et j'ai investi dans l'immobilier. Ça fait 3 ans que j'ai investi dans l'immobilier. Donc, maintenant, ça fait un peu plus d'un an que je vis de mes revenus complets immobiliers. Donc, en fait, j'ai réussi en 2 ans à remplacer mon salaire par mes investissements immobiliers derrière. Puis on aura l'occasion d'en reparler. Mais moi, j'ai touché un petit peu à tout, si tu veux. J'ai fait beaucoup d'investissements. J'ai tout essayé un petit peu. Donc, c'est pas forcément ce que je recommande. Mais par contre, j'ai vraiment un peu tout testé parce qu'au début, je me cherchais un peu. Donc, j'ai fait la location nue, la location meublée, j'ai fait de l'achat-revente, j'ai fait du parking, j'ai fait de la division officielle, officieuse. Là, je suis sur des immeubles de rapport et je fais beaucoup maintenant de colocation et de location de courte durée. Et la grosse particularité que j'ai, c'est principalement pourquoi les gens me connaissent et souhaitent travailler avec moi le cas échéant, c'est qu'en fait, moi, j'ai fait tout ça à distance. C'est-à-dire que, un peu comme toi, moi, j'étais parisien, j'habitais sur Paris j'ai habité sur Paris pendant un peu plus de 6 ans pour le boulot. Et en fait, j'ai investi de Paris dans des villes qui étaient situées à plus de 3 heures et demie en train de là où j'habitais, donc de Paris. Et donc, ma particularité, c'est que tous les investissements que j'ai faits, je ne les ai jamais faits en fait dans une ville dans laquelle j'habite. J'ai toujours tout acheté à distance. Et donc, j'ai appris à investir dans l'immobilier à distance. J'ai appris à gérer maintenant mes biens à distance. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler ensemble dans cette petite vidéo. Ouais, et ben écoute, c'est exactement ça. Donc, on va parler de différentes choses, mais notamment de l'investissement à distance, de tes différents types d'investissements. Et tu nous parleras un petit peu de ce que tu affectionnes particulièrement ou pourquoi maintenant tu t'es recentré sur peut-être un type d'investissement. Pour venir là-dessus, donc tu bossais sur Paris, donc tu avais un boulot et tu as dit en 2 ans, tu as réussi à remplacer ton salaire de salarié ou pas de salarié. Ouais, Je pense que tu étais salarié, c'est ça? ouais, j'étais salarié dans une entreprise. Ouais. Donc, ton salaire de salarié en seulement 2 ans, parce que je dis seulement parce que c'est quand même important, enfin, c'est un gros changement, grâce à l'immobilier. Euh, Est-ce que tu pensais à ça au départ quand tu t'es lancé dans l'immobilier ou tu t'es dit je vais faire un peu d'immobilier, ça sera un complément, ça sera pour plus tard, ou tu avais déjà cette ambition de remplacer tes revenus et même d'arrêter ce salariat? Alors, je pense que ça serait mentir que de te dire que dès le départ, j'avais cette vision-là. C'est faux. Il y en a qui arrivent à l'avoir, tant mieux pour eux. Moi, je ne l'avais pas dès le départ. Si tu veux, quand j'ai commencé à investir en immobilier, j'ai commencé à investir pour plusieurs raisons. Déjà, avec ma femme que tu connais, c'est assez marrant d'ailleurs, cette anecdote. Et en fait, on est fan de voyage. Et donc, on partait souvent voyager quasiment chaque année. Et bien évidemment, comme on n'a pas d'enfants, et l'époque, on ne voulait pas en fait, partir en été. Tu vois. Parce qu'on se disait, si tu pars en été, comme tout le monde, tu te fais exploser par les prix du billet. C'est blindé de monde. Et donc, on partait souvent en février, en mars. Le problème, c'est que quand tu es salarié, pour la plupart des gens qui sont salariés, ils le savent, quand tu veux partir en dehors des vacances scolaires, ça couine un petit peu. Ça passe une fois, ça passe pas 2 fois, tu peux pas le faire chaque année. Et donc, si tu veux, je me suis dit, la problématique, c'est que est-ce que à chaque fois dans ma vie, quand je vais vouloir partir prendre des vacances ou autre, je vais devoir demander la permission.
Et donc, déjà, ça m'a un peu bloqué. Je me suis dit, OK, il faut que je trouve une solution pour qu'à terme, si j'ai besoin de dire j'ai envie de faire ça, je puisse le faire. Et que je sois, entre guillemets, le seul à en tirer les conséquences. Le seul à dire, voilà, je prends la décision de faire ça, je sais que ça impacte X et Y raisons dans mon business. Est-ce que je suis OK pour subir ces impacts? Oui ou non. Mais je suis le seul, en fait, décisionnaire par rapport aux impacts que je prends. Donc ça, c'était le premier choix. Et le deuxième point, qui est super important, c'est le sentiment un peu de liberté. Alors, quand je dis liberté, c'est on a une mauvaise vision de la vie de rentier, la vie de personne qui vit de ses revenus. On se dit, c'est des gens qui passent leur vie sous les cocotiers, sous la plage, à boire des mojitos. Il faut comprendre que ça fait rêver au début, mais dès que ça t'arrive, forcément, tu en profites. Tu fais 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, à la fin, tu tournes en rond. Enfin, tu tournes en rond. Soit tu as une vision un peu entrepreneuriale de la chose, investisseur, et tu tournes en rond, soit, entre guillemets, tu avais vraiment envie de rien faire et d'être paresseux. Et très souvent, si tu es dans cet état d'esprit-là derrière, tu ne vas pas réussir dans une vie. Donc, moi, le point, c'était surtout de me dire, OK, demain, si j'ai envie à un moment de faire une formation, que ce soit dans n'importe quel domaine, si j'ai envie de partir voyager, si j'ai envie de lancer un projet entrepreneurial, si j'ai envie de faire de l'association, de partir faire des associations à but non lucratif pendant quelques temps, en fait, je suis le seul à décider, déjà si je peux le faire moi. Et le deuxième point, c'est que je ne me dis pas, OK, j'aimerais bien faire ça, ça me passionnerait de le faire, mais je ne peux pas le faire parce que si je le fais, j'ai plus de revenus, parce que j'ai plus de salaire, donc je suis en condition seule ou autre. Et donc, comment je fais pour vivre? Donc, c'était vraiment ce point-là, c'est que je me suis dit, il faut que je réussisse à développer des revenus. Au début, je ne pensais pas que ça serait aussi gros derrière, mais je me suis dit, il faut que je développe des revenus pour me dire, si demain j'ai envie de faire autre chose, je ne me retrouve pas en difficulté. Donc, ça, quand j'ai commencé, ça a été plutôt là-dessus. Donc, au début, tu te dis, OK, il faut que je me dégage 300, 400, 500 euros par mois, ce sera énorme. Puis après, tu arrives à 500, tu te dis, ah ouais, j'ai fait 500, peut-être 1000 heures. Puis après, tu grandis. Et en fait, au fur et à mesure des avancements, je crois que c'était au bout du 2e, 3e investissement, avec Sandra, donc ma compagne, en fait, on s'est dit, tiens, on a toujours rêvé de vouloir faire un tour d'Asie. En fait, on a toujours rêvé de partir faire un long voyage, et pas un voyage de 2-3 semaines. Et donc, on est parti, en fait, on a dit, en mars 2019, donc c'était il y a un peu plus d'1 an maintenant, enfin légèrement, on s'est dit, écoute, en mars 2019, on part 5 mois en Asie, voyager. Donc, en fait, on a posé cette date. Et puis après, moi, j'ai fait un rétro-planning pour me dire, OK, en mars 2019, il faut que j'ai tant de revenus locatifs. À l'époque, il faut que j'ai à minima remplacé mon salaire parce que le voyage en Asie, il va falloir le payer. Sur place, il va falloir vivre aussi derrière. Et donc, même si je savais que j'allais développer des choses, le temps que les choses se développent, au début, tu galères un peu. Et donc, l'objectif, ce n'était pas de tirer sur ces économies derrière. Voilà, en fait, comment je suis arrivé à investir dans l'immobilier. Ok, donc je comprends mieux le surnom d'Imo Libre, donc cette quête de liberté. Ouais, si je comprends bien, liberté de pouvoir avoir le choix en fait de faire un peu ce que tu veux, entre guillemets, comme tu le veux, comme tu l'entendais et au moment où tu le voulais, quoi. Et c'est marrant de partir de ce constat de les voyages, je ne vais pas partir l'été parce que ça coûte moins cher de partir dans l'année, de se rendre compte qu'avec son boulot, ça coince. Bon, moi, je n'ai pas trop connu ça, mais je connais plein de gens qui sont dans cette situation-là, parce que moi, je suis professionnel libéral, donc je fais entre guillemets un peu ce que je veux. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui disent ça, quoi, et qui se plaignent de ce manque de flexibilité, des contraintes qu'ils ont avec leur boulot, et que ça t'amène cette liberté. Je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que c'est la même de mon côté, quoi. Pas forcément. Ouais, si je rebondis sur ton point qui est important sur la liberté, je me permets, c'est que on va en parler. J'ai parlé d'investissement à distance. Et en fait, investir à distance, peut-être qu'on aura l'occasion, mais j'ai investi en France et à l'étranger. Investir à distance, pour moi, c'est la vraie liberté. Parce que justement, tu as cette liberté de choix, comme tu disais, de dire si je veux investir là, je suis capable de le faire. Si je veux investir là, je suis capable de le faire. Je ne suis pas contraint de me dire je suis obligé d'investir là, ici, parce que sinon, je ne sais pas faire autrement. Donc, ça rejoint un peu aussi ce côté liberté qui est important. Ok, on va continuer sur la suite. Alors, toujours dans cette même idée de tu as dégagé des revenus, donc tu as fait des investissements. Donc, on parlera de tes investissements, du type d'investissement juste après, mais visiblement, tu n'es plus sur Paris.
qu'est-ce qui fait que, et du coup, tu n'es plus vraiment salarié. Est-ce que ça a amené d'autres choses, entre guillemets, dans ta vie, l'immobilier? Est-ce que ça t'a permis de complètement arrêter le boulot et tu as dit, bah, je suis rentier, mais je ne suis pas crantier. Alors, c'est quoi qu'est-ce que du coup tu fais? Tu continues les investissements, etc. Comment ça se passe maintenant? Ouais, bien sûr. En fait, donc moi, je suis plus sur Paris. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une double décision. C'est qu'on a dit, mars 2019, on quitte Paris, on quitte notre job et on part voyager en Asie. Et en fait, Sandra, comme tu le sais, est originaire du Sud. Donc, on a dit, en fait, en gros, dès qu'on revient d'Asie, c'est pas pour revenir à Paris. Donc, on a dit, dès qu'on revient d'Asie, en France, on se réinstalle, on s'installe plutôt, on se réinstalle pour elle et on s'installe pour moi dans le sud de la France. Donc, il y a eu cette double décision, cette décision de quitter complètement la ville dans laquelle j'habitais depuis pas mal d'années, de quitter mon emploi et de repartir sur une nouvelle vision de la vie, un nouveau sentiment de liberté. Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est une excellente question. Donc, je ne me suis pas arrêté là. Je continue à investir moins. Bien évidemment, quand ça fonctionne une fois que tu as compris, tu continues. Et la machine, dès que tu mets, c'est comme, dès que tu mets de l'essence et que ta voiture elle continue à tourner, tu avances derrière. Et donc, tant que ça fonctionne, on ne s'arrête pas. Je développe aussi, je me suis lancé sur des projets entrepreneuriales, certains qui ont marché, d'autres un peu moins bien. Et à côté de ça aussi, ça a été une forte demande de beaucoup de gens. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu en fait ce que j'ai réussi à faire, qui m'ont dit, mais Rémi, comment tu as fait pour aller aussi vite? Comment tu as fait? Est-ce que tu as des conseils? Et au début, j'ai aidé un peu des gens naturellement. Et puis après, il y a beaucoup plus de personnes qui ont commencé à me demander. Donc, j'ai vraiment créé une structure et une société d'accompagnement en investissement immobilier. Donc, l'objectif, c'est d'accompagner quelqu'un qui est soit complètement débutant en immobilier, qui a des bases ou qui n'a jamais investi, soit à contrario des personnes qui sont un peu plus avancées, et les accompagner en fait sur 6 mois ou 12 mois, voire un peu plus, ça dépend derrière, à réussir dans l'immobilier. Donc, ce que je fais, c'est que c'est vraiment du cas par cas et de l'individuel, c'est-à-dire que je m'adapte vraiment à la stratégie de chacun, je m'adapte aux envies de chacun pour dire, il y a des personnes qui n'ont jamais investi dans l'immobilier, qui ont peur de se lancer dans l'immobilier, qui ont peur aussi potentiellement de se lancer dans l'immobilier à distance. Et donc, moi, l'objectif, c'est de les accompagner pour éviter leur faire toutes les erreurs que j'ai pu faire moi, qui m'ont coûté beaucoup de temps et aussi forcément beaucoup d'argent derrière. Et puis après, j'ai des gens qui sont un peu plus avancés, qui ont 3-4 biens derrière et qui, eux, veulent vraiment passer un cap et se dire, d'ici 1 an, j'ai potentiellement doublé mon patrimoine et j'ai surtout mis en place les actions qu'il faut pour me dire, je peux prendre la décision maintenant de quitter ou pas mon emploi derrière et de les accompagner aussi sur cette transition. Ok, parfait. Parfait. Ben, merci pour les infos. Si on repasse sur vraiment maintenant les investissements et toi, ce qui fait maintenant en fait ta spécificité, je regardais un petit peu certaines de tes vidéos. J'ai vu que tu as poussé l'investissement à distance très loin, que tu as même acheté des biens sans les visiter. Si je dis pas de bêtises, tu me corrigeras. Hein. Comment tu fais pour investir à distance? Alors, je ne te demande pas de nous donner toutes tes astuces, mais qu'est-ce qui t'a amené à investir à distance? Ça, on l'a compris, c'est que, à mon avis, en fait, la région parisienne, c'est compliqué. Hein. Moi, je suis là et je vois ce que c'est aussi. Mais qu'est-ce qui t'a amené à te décider sur certains secteurs, vu que ça peut être, comme tu l'as dit, hyper large? Et qu'est-ce que tu as mis en place un petit peu pour pouvoir investir à distance de cette façon-là? Oui, bien sûr. Déjà, comme tu le disais, c'est que moi, je me suis lancé en fait dans l'investissement à distance parce qu'à un moment, j'ai posé les bases et je me suis dit, OK, tu investis dans l'immobilier, regarde la ville dans laquelle tu es ou à proximité, ça va être compliqué. Tu vois. Ça va être compliqué à la fois en termes de rentabilité, mais aussi en termes de budget. Tu vois. Parce que oui, tu peux trouver des rentabilités sur Paris ou à proximité, mais le prix au mètre carré est beaucoup plus élevé qu'ailleurs. Donc forcément, à rentabilité équivalente, l'investissement de départ à mettre, il est beaucoup plus gros. Donc déjà, il y a eu cette contrainte. Une fois que j'avais identifié cette contrainte, en fait, tu as 2 possibilités. C'est-à-dire que la première possibilité, c'est de se dire, OK, j'ai pas le choix, en fait, je ne peux pas investir dans ma ville, donc c'est foutu. C'est pour moi, je vais continuer à regarder les gens qui investissent dans l'immobilier, qui proposent des rentabilités de malade, et puis je ne peux pas le faire. Ou le deuxième, ça va être de dire, OK, je ne peux pas investir dans ma ville, donc, ou alors,
même si je peux investir dans ma ville, je ne sais pas si elle est rentable derrière, parce que je me dis, bah, c'est ma ville, donc c'est plus simple. Et après, ça va être de dire derrière où je vais investir. Donc, j'ai commencé à me positionner. Et en gros, en France, quand on me dit est-ce qu'il y a des villes rentables, j'ai envie de dire il y a toute la France. C'est-à-dire que dans n'importe quel endroit, il y a des opportunités. Dans n'importe quelle ville, il y a des opportunités. Simplement, il faut être capable de les trouver, de les saisir et de se positionner par rapport à ça. Et quand je dis dans n'importe quelle ville, il y a des opportunités, c'est que dans une ville, pour moi, il y a des villes qui vont être intéressantes pour faire, par exemple, de la location courte durée, mais peut-être un peu moins intéressantes pour faire de la colocation. Et vice-versa. Il y a des villes où la location longue durée va très, très bien marcher. Par contre, sur des stratégies de location un peu plus haut rendement, type colocation, location courte durée, bah, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, dans un premier temps, bah, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, OK, à quel endroit je peux investir qui pourrait un peu me rassurer? Parce que la crainte de beaucoup de gens, c'est de se dire, quand je me lance dans l'investissement immobilier à distance, finalement, je sais pas, j'habite dans une ville X, je me vois pas du tout aller investir dans une ville Y que je connais pas du tout, ça me fait super flipper, je connais pas la ville. Alors, déjà, il y a un point qui est important, c'est que quand vous investissez dans une ville inconnue, vous vous enlevez un biais que vous avez lorsque vous êtes dans votre ville. Parce que quand tu es dans ta ville, le premier réflexe, c'est quoi? C'est bon, on parle de Paris, mais demain, je te dis, c'est quoi pour toi le quartier super cool, branché pour sortir dans Paris? À première vue, tu me répondrais quoi? Ça serait quoi? Les arrondissements centraux, quoi. Voilà, ouais, clairement. Ouais. Ouais, voilà. Bah, tu vois, il y a des gens, quand je pose cette question, il y a des gens qui vont me dire le Marais, des gens qui vont me dire le 16e, des gens qui vont me dire le 8e, le 12e, tu vois. Et potentiellement, il y a des gens qui vont me dire le 16e, alors que d'autres personnes vont dire bah non, pas du tout, c'est un quartier plutôt familial, riche derrière, etc. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand en fait tu es dans ta ville, le biais que tu as, c'est que tu n'as pas un raisonnement d'investisseur, tu as un raisonnement d'habitant. Donc tu te dis, ok, là c'est le quartier cool pour sortir, là c'est le quartier où je sors pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sortent, mais c'est pas top pour sortir parce que c'est pas la même population. Là c'est le quartier un peu bobo bourgeois. Et donc par défaut, tu fais quoi? C'est que tu vas te dire, ah ben non, mais moi je vais investir là parce que je suis sûr que c'est le bon quartier. Et quand tu fais ça, très souvent, c'est les quartiers où le prix au mètre carré dans ta ville est le plus cher. Et le risque quand tu fais ça, c'est que tu raisonnes par rapport à toi. Par rapport à si toi, tu devais habiter à cet endroit-là, où est-ce que tu habiterais? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on n'achète pas de la résidence principale, on achète des investissements locatifs. Donc, on achète pour que des gens viennent et louent ce bien. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est la cohérence entre l'endroit où vous investissez et la cible que vous visez. Il y a un quartier qui peut être super bien pour de la famille avec des enfants, à contrario, qui ne sera pas du tout adapté à des colocataires, et vice-versa. Donc, quand tu fais un investissement à distance, quand tu ne connais pas la ville, tu ne peux pas avoir ce raisonnement-là. Tu ne peux pas avoir ce raisonnement de « Ok, ce quartier-là, il est cool ». Tu es obligé de faire des analyses plus poussées, de te dire « Ok, c'est quoi la typologie de la population? C'est quoi l'attractivité de la ville? C'est quoi la croissance de la ville? La demande locative, elle est comment? Est-ce que c'est plutôt des jeunes actifs qui sont avec des familles? Est-ce que c'est plutôt des étudiants? Est-ce que c'est des professionnels qui sont là sur une courte période de temps? Quel type de logement ils recherchent? Donc, tu vas aller pousser ton analyse. Tu ne vas pas accepter en fait et te faire des fausses croyances, de te dire je sais tout dans ma vie. Donc, tu es obligé en fait de faire cette analyse-là. Donc, ça, c'est super important de le comprendre. C'est que moi, je pars du principe qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des villes. Là, on a pris l'exemple de Paris. Donc, moi, je ne me suis pas posé la question parce que tout le monde va dire Paris, c'est pas rentable. Il y a des gens qui sont peut-être dans des villes qui sont moins chères et par défaut, qui vont se dire bah, je vais chercher de la rentabilité dans ma ville parce que je n'ai pas le choix. Et il y en a qui vont en trouver, tant mieux pour eux, et c'est super. Je ne dis pas attention qu'il faut obligatoirement investir à distance. Mais par contre, la plupart des gens, ils se disent quoi? Ils se disent bah, par défaut, comme c'est plus simple, j'investis dans ma ville, je ne fais pas d'analyse, et puis j'investis, et puis on verra si c'est rentable. Et ça, si je fais un petit parallèle, ça dépend des gens qui vont regarder cette vidéo, mais les gens qui sont complètement débutants, le réflexe premier, c'est de se dire j'investis dans ma ville parce que c'est plus simple. Ok. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, les premiers investissements, donc je veux dire le premier et le deuxième, pour ne pas dire le premier en particulier, c'est les plus importants. Donc pourquoi, si vous savez de base que votre ville n'est pas forcément rentable derrière, pourquoi vous allez vous mettre en difficulté à essayer d'aller investir près de chez vous si vous n'avez pas de rentable? C'est une utopie en fait de faire ça. Parce que la plupart des gens, qu'est-ce qui se passe? C'est que derrière, ils se disent ok, bah, finalement, j'ai rien trouvé.
Donc, l'immobilier, ça ne marche pas, c'est des mensonges, c'est des conneries, on ne peut pas y arriver. Ou ils trouvent des biens qui sont beaucoup moins rentables et ils se disent, ouais, mais moi, ce que je vois, c'est faisable pour les autres, mais ce n'est pas faisable pour moi. Donc ça, c'est super en fait important derrière parce que quand tu as ce biais-là et que tu décides d'investir à distance, tu passes sur un raisonnement investisseur complet plutôt que d'un raisonnement de je connais les choses, je crois savoir alors que je ne les sais pas. Donc ça, c'est le premier point. Après, sur la partie analyse de ville, il y a plein de techniques d'analyse de ville, de regarder voilà, les différents critères dans la ville, si c'est une attractivité, si c'est des universités, si c'est des entreprises, si c'est des transports en commun. Mais pour moi, le plus important à regarder, c'est de valider le marché locatif que tu as derrière. Parce qu'encore une fois, tu peux avoir des villes qui sont en décroissance, où tu as du chômage derrière, mais potentiellement, il y a une demande locative. Il n'y a aucune ville où 100% de la ville est occupée par des propriétaires. Enfin, je vais mettre un disclaimer parce qu'il y a quelqu'un qui va m'écrire et qui va me dire j'ai trouvé une ville en France de 10 habitants qui l'a fait, donc je vais mettre un disclaimer, mais ce que je veux dire, c'est que quasiment toutes les villes en France, il y a des gens qui sont locataires. Donc, les gens qui sont locataires, il faut qu'il y ait des gens pour les louer. Donc, à un moment, si ce n'est pas toi qui les loue, c'est quelqu'un d'autre qui se positionne sur le marché. Donc, il faut arrêter de penser que dans n'importe quelle ville, tu peux trouver des opportunités et trouver de la rentabilité. Donc, ça, c'est le premier point. Et ensuite, derrière, moi, ce qui est important de comprendre, c'est que quand tu investis dans l'immobilier à distance, par rapport à ce qu'on a vu, tu ne peux pas être en mode amateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour les amateurs. Déjà, pour moi, il n'y a plus de place dans l'immobilier pour les amateurs. Et il n'y a plus de place dans l'immobilier. Il n'y a jamais eu de place dans l'immobilier à distance pour les amateurs. Alors, je vais expliquer mon mot amateur, parce qu'il y a des gens qui vont dire attends, le mec, il est prétentieux comme pas possible. Non, pas du tout. Quand je dis amateur, ça ne veut pas dire. Vous pouvez être amateur en ayant un bien de départ. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je dis amateur, ce n'est pas le nombre d'investissements que vous avez derrière. Il y a des gens qui ont 2-3 investissements. Pour moi, c'est des investisseurs amateurs. Il y a des gens qui ont 0 investissement, ils sont prêts, ils sont professionnels. Amateur, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire, c'est les personnes qui se disent oh tiens, j'ai vu un bien qui me semblait intéressant, comme c'est pas très loin, je vais visiter pour visiter, je vais aller voir ce qui se passe. Non, tiens, finalement, c'est pas rentable, tant pis, j'ai perdu 1 heure, et puis je me dis quoi? Je me dis que c'est pas possible d'investir en immobilier, et donc je continue à faire ça, et puis dans 6 mois, la personne, elle a visité 50 biens dans sa ville, elle a visité 50 biens qui sont jamais rentables, et à la fin, elle déprime et elle se dit l'immobilier, c'est pas possible. La question que vous devez vous poser, c'est pourquoi vous avez visité si c'est pas rentable? La différence, c'est que quand tu es à distance, tu ne peux pas te permettre de faire ça. Parce que si tu investis dans une ville qui a 1 heure et demie, 2 heures de chez toi, tu ne peux pas à chaque fois, dès que tu vois un bien, te dire je vais visiter. Je fais 2 heures aller, 2 heures retour. Puis tu fais ça toutes les semaines. Parce que, alors, soit tu ne bosses pas, donc dans ce cas-là, oui, tu vas pouvoir, mais je pense que si tu as une famille, des enfants, des amis, ça va être compliqué. Et si tu bosses, tu ne vas pas tenir. C'est impossible. Donc, tu seras obligé en fait de t'organiser et de te professionnaliser beaucoup plus rapidement et beaucoup plus rapidement derrière, très vite sur tes investissements que tu ne le serais en fait sur de l'investissement sur place. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu sais investir dans l'immobilier à distance, moi, tout ce que j'ai mis en place, tous les process, les méthodologies que j'ai mis en place, demain, si je trouve un bien qui est proche de chez moi, je ferai exactement la même chose. Et la règle, et ça peut être un bon tips à vous poser, une bonne question à poser, c'est de vous dire, est-ce que la tâche que je dois faire, je la ferai si je devais prendre ma voiture et faire 2-3 heures de route? Ça, c'est une question primordiale. Si à cette question, vous répondez non, pourquoi vous la faites sur place? Voilà, très clairement. Posez-vous toujours cette question. Je prends l'exemple des gens qui vont dire comment tu gères quand il y a des petits travaux? Comment tu gères quand il y a des petits travaux, si ton locataire il t'appelle parce qu'il y a un dégât des eaux? Alors, je ne sais pas vous, je ne sais peut-être pas toi et les personnes qui nous regardent, mais moi, je suis une grosse brêle en travaux. C'est-à-dire que ne me demande pas de percer un trou, ne me demande pas de… Voilà, là, j'ai refait les joints de la salle de bain, j'ai l'impression que je suis un king. Voilà. Et donc, la question, quand je fais des travaux sur mes investissements immobiliers, pourtant, j'ai dû lever à peu près 400-450 000 euros de travaux. J'ai fait 400-450 000 euros de travaux sur mes biens. Ça ne m'a pas empêché de les faire. La question qu'il y a, c'est à un moment, si vous n'êtes pas plombier, quand votre locataire il vous appelle pour vous dire il y a une fuite d'eau, pourquoi vous vous déplacez? Pour dire ah ouais, c'est vrai qu'il y a de l'eau qui coule.
Ok, mais vous n'allez pas résoudre le problème. Donc, à un moment, arrêtez de vous dire si le locataire a un problème, comme il est à distance, ça va être plus compliqué. Non, c'est faux. En fait. C'est complètement faux. Ça, c'est important de le prendre en compte et derrière de rentrer dans une professionnalisation de l'immobilier, de voir ça comme un second métier, entre guillemets, et pas de faire les choses à l'arrache. Ça, c'est important. Écoute, merci pour ces infos. Je suis à 200, 300% d'accord avec toi. Parce que moi-même, j'ai commencé à investir proche de chez moi. J'ai fait toutes les conneries ou toutes les choses et cette histoire de est-ce que je le ferais si j'étais à 2-3 heures de route? Je ne le fais pas sur mes investissements à distance, je le faisais à proche de chez moi. Donc ça, je suis complètement d'accord. Donc sur l'aspect process, en fait, ce que tu as mis en place, c'est un process hyper avancé, je pense, et des process hyper avancés pour gérer toutes les tâches qui peuvent être amenées à arriver vers toi, enfin, que tu choisirais si tu les fais ou pas. Et puis, tu as mis en place des process pour les gérer. Et je pense en fait à toutes les étapes d'un investissement immobilier, que ce soit la visite d'un bien, la gestion des travaux, l'ameublement, la gestion des locataires après, la gestion locative en fait, et des réparations, des petites réparations qui peuvent faire peur. Et donc à partir du moment où tu as mis des personnes ou automatisé ces choses-là et rendu professionnel dans le sens où tu le disais avec des process clairs, et ben en fait tu as enlevé toutes les barrières et toutes les tâches où tu n'étais pas indispensable. Et toi, ta valeur ajoutée, si je comprends bien, elle est dans le fait de trouver un bien rentable dans un bon secteur avec une bonne demande locative et ça s'arrête là finalement. Et le financement. Ouais, alors, résumé comme ça peut être assez simpliste, mais ouais, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je pense que le point important, c'est qu'il y a des choses complètement différentes à mettre en place quand on investit à distance. Mais pour moi, savoir investir à distance te rend beaucoup plus professionnel que de savoir investir dans ta ville. Ouais, c'est Parce ça. que t'as des, voilà. Et c'est pas plus risqué, c'est pas plus dangereux. Et par contre, ça peut être beaucoup plus rentable. Voilà, très clairement. Et ça, Moi, c'est clair. j'arrive à aller chercher des rentabilités que je sais que j'aurais pas forcément pu aller chercher dans les villes dans lesquelles j'habitais. Ouais, ça, c'était un bon point, c'est ce que tu disais aussi, l'importance des premiers investissements, parce que les premiers investissements, c'est ceux qui vont nous permettre, on va dire que globalement, quasiment tout le monde, à partir du moment où il a un salaire, va pouvoir investir dans l'IMO. Par contre, savoir si tu vas pouvoir continuer d'investir dans l'IMO, ça va beaucoup dépendre des rentabilités que tu as dans les premiers, de la réussite de tes premières opérations. Et comme tu le dis, si tu te mets une balle dans le pied en investissant dans un bien qui n'est pas si rentable que ça dès le début, eh ben, tu peux te bloquer entre guillemets pendant peut-être quelques années, le temps d'avoir redégagé du cash, de l'épargne ou de revendre ce bien avec une potentielle plus-value. Mais tu t'es bloqué au départ alors que, comme tu le dis et comme tu l'as fait, et comme je l'ai fait aussi, si on investit dans des endroits, des fois un peu plus loin, on a des meilleures rentabilités et puis on se sert de ça pour emprunter et refaire des nouveaux crédits. Et l'idée aussi, et j'avais pas en fait mis de mots là-dessus, mais tu viens de les mettre, donc je t'en remercie. L'histoire d'investir à distance, on n'a pas ces préjugés sur la ville. Et ça, en fait, je cherchais comment l'expliquer, comment le dire. Et je vais vous donner un exemple concret. La dernière fois, récemment, j'ai réservé un Airbnb sur Tours. Donc un super Airbnb, c'était vraiment génial. Et puis j'ai parlé à des personnes sur Tours et je leur ai dit je suis dans tel secteur. Et ils m'ont dit oh là là, mais c'est hyper craignos, ça va pas du tout, c'est pas bien, etc. Et je leur ai dit mais en fait je comprends pas pourquoi vous me dites ça parce que pour moi le secteur était hyper calme, hyper safe et le Airbnb était top. Et le gars il devait se gaver certainement parce qu'après j'ai regardé les prix du mètre carré, etc. Ça m'intéressait un peu quand même. Et de voir en fait ce qu'il avait réussi à faire dans un secteur où en fait il n'avait pas de concurrence parce que tous les gars de Tours ils n'y vont pas parce qu'ils disent que c'est un secteur pourri, je me suis dit bon le gars il a compris quelque chose et j'ai fait la même chose moi dans une ville du sud par là où tu habites aussi, où j'ai investi dans certains quartiers où tout le monde me disait c'est pourri, c'est pas bien, de toute façon cette ville elle est gangrénée, c'est pas bon, etc. Moi je me suis baladé avec un œil neuf, un nouveau regard sur cette ville. J'ai trouvé des opportunités et finalement les personnes qui disaient c'est pas si bien que ça ou qui avaient ces croyances-là, ils s'étaient pas rendu compte que la ville elle avait potentiellement aussi changé et que c'était pas si mal que ça. Ils se sont rendus compte que ça marchait. Donc je trouve que cette idée de préjugés et on n'est pas biaisé par ces préjugés, je trouve que c'est une très 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 bonne chose. Donc merci pour ça aussi, ça m'aide. Voilà. Non, mais je suis d'accord avec toi. J'ai une ville dans laquelle j'ai investi, dans laquelle j'ai grandi.
jusqu'à mes 17-18 ans. Et donc, forcément, j'ai encore beaucoup d'amis qui sont là-bas. Beaucoup d'amis qui ont vu les évolutions que j'ai fait, les investissements que j'ai fait. Et quand je leur dis dans quel quartier j'ai investi, ils me disent, mais tu es un grand malade. Ils me disent, moi, jamais j'aurais loué un appartement là-bas. Mais encore une fois, parce qu'eux, ils ont leur regard par rapport à leur cible. Mais moi, ce n'est pas ma cible. C'est-à-dire que ce type de profil, ce n'est pas ma cible de locataire. Voilà. Donc ça, c'est super important. C'est comme, si je prends l'exemple, c'est vrai dans n'importe quel business. Demain, il y a des gens qui vont vous dire, vous achetez un sac Hermès à 10 000 euros. Il y a des gens qui vont dire, vous êtes des grands malades. Pourtant, je vous garantis qu'ils en vendent énormément parce qu'ils ont leur clientèle. Et pour leur clientèle, ce sac-là vaut vraiment le coup d'investir. Donc, toujours comparer par rapport à votre marché locatif et dites-vous, est-ce que ce bien-là est adapté à mon marché locatif, à ma cible, et surtout, est-ce qu'il est dans le bon quartier? C'est important. Ouais. Et puis je rajouterais peut-être une chose aussi pour pas que les gens pensent qu'on investit dans des quartiers craignos, des zones où voilà, c'est pas du tout ça ce qu'on est en train de dire aussi, hein, peut-être précision quand même, mais c'est des quartiers que des gens n'auraient pas trouvé un grand intérêt à y habiter eux-mêmes. Mais ça veut pas dire que c'est un quartier qui est craignos, dangereux ou quoi que ce soit, hein. Enfin, tu me corriges si je dis une bêtise, mais je pense pas que Ouais, non, j'ai pas de. voilà, Non, mais c'est des trucs super safe. voilà, c'est clairement C'est des quartiers, on va dire, populaires plus, quoi. Tu vois, populaires ouais, plus. ouais. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup de ces quartiers-là qui sont en changement parce que justement, il y a pas mal de quartiers qui sont dits un peu mieux. Ils sont dits mieux, mais forcément, du coup, il y a plus de demandes. Plus de demandes, les prix ont tendance à être plus élevés, à augmenter. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui se passe dans plein de villes. Des quartiers qui étaient un peu plus qualifiés de populaires, ils sont en train de changer. Et même à Paris, pour donner l'exemple typique, le cliché, c'est des quartiers qui se deviennent complètement bobos, avec des jeunes qui s'installent dans des quartiers du nord de la capitale où personne ne voulait aller. Et c'est des quartiers qui sont vachement recherchés maintenant. Et vous auriez dit il y a 10-15 ans, va investir dans le 18, 19, 20e, on t'aurait pris pour un fou. Et puis maintenant, c'est le truc hyper tendance. Donc je pense qu'il se passe un peu Ouais. le même système, ce même déplacement un petit peu des gens qui cherchent des logements un petit peu différents, avec des prix plus cohérents. Et tu en profites, j'en profite, et puis les investisseurs qui nous suivent en profitent aussi, et je trouve ça très très bien. Ouais, bien sûr. Ouais. Si on continue sur un peu plus le contenu de tes investissements, donc tu nous as dit que tu avais fait plein de choses diverses et variées. Ça, c'est top parce que tu as pu voir un petit peu la diversité de l'investissement immobilier, hein, parce que l'investissement immobilier, ce n'est pas une seule chose. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir maintenant principalement? Tu m'as dit donc immeuble de rapport, coloc, LCD actuellement, plutôt, c'est ça? Ouais. Ouais. Alors, Alors, c'est très simple. Ouais. Qu'est-ce qui m'a amené à le faire? C'est un rapport, j'aime bien parler du rapport rentabilité emmerde. Tu vois. C'est-à-dire que je me suis dit comment je peux avoir la rentabilité la plus élevée sans que ça me rajoute des emmerdes le plus possible. Tu vois. Parce que souvent on dit plus tu fais de la rentabilité, plus tu vas chercher un risque. Et le risque, ça peut vraiment être un risque entre guillemets dangereux ou ça peut être des emmerdes aussi. Tu vois. Et donc, en gros, je me suis posé là-dessus. J'ai analysé aussi les secteurs dans lesquels j'investis. Et donc, moi, je me suis focus sur toute la partie colocation et la partie location courte durée. Après, tout ce qui est immeuble de rapport, ça, c'est ce que je suis en train de regarder actuellement pour plusieurs raisons. Parce que déjà, tout ce qui est l'avantage aussi d'un immeuble de rapport, il y a beaucoup d'inconvénients, mais l'un des avantages, c'est que dedans, tu peux faire un peu ce que tu veux. C'est-à-dire que tu peux, au sein de l'immeuble de rapport, mixer aussi plusieurs stratégies. Si on revient sur la colocation et la location de courte durée, très clairement, parce que pour moi, c'était vraiment le meilleur ratio rentabilité, temps investi et budget investi derrière. Donc ça, c'était le premier point. Et en fait, pourquoi colocation et location de courte durée? Parce que pour moi, ça va de pair. C'est-à-dire que quand je fais de la colocation, je ne fais pas de la location étudiante basique où tu as un lit simple, tu as ton pauvre bureau avec ta chaise et puis tu loues ça 300 balles la chambre et voilà, ça va très bien. Non, moi, c'est vraiment de la colocation haut de gamme. Je loue beaucoup plus cher que le marché. Je propose des vrais services derrière. Et l'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est que déjà, je fais beaucoup plus de rentabilité. Je loue beaucoup plus facilement, même sur un marché tendu. Et surtout, comme les gens ils sont satisfaits de mon produit, ils n'ont pas du tout envie de partir. Donc, en gros, j'ai beaucoup moins de turnover. Et donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que j'ai fait une vidéo sur le sujet récemment. La crainte quand on fait aussi de la colocation ou de la location étudiante, c'est de se dire, OK, mais
Rémi, t'es gentil, mais juillet, août, les gens, ils s'en vont. Les gens, ils s'en vont, ils changent de, ils changent de, ils changent de lieu, etc. Alors, je vois ta tête, tout à fait, c'est pas tout le temps vrai. Mais encore une fois, l'avantage que j'ai, c'est que quand tu fais la colocation haut de gamme et qu'à côté, tu as des locations courte durée qui tournent, et ben en fait, moi, j'arrive à basculer très facilement ma colocation haut de gamme en location courte durée, sans que ça me prenne beaucoup plus de temps ou d'efforts à mettre en place. Et donc, l'avantage, c'est que quand j'ai des vacances locatives potentiellement qui sont trop longues, ça m'est arrivé sur une colocation sur un mois, donc c'est pas non plus la mer à boire, je suis capable de basculer très rapidement. Et derrière, pourquoi je voulais avoir ça, c'est parce que moi, je prône vraiment tout ce qui est stratégie de multi-location. Quand je dis multi-location, ça peut être un bien, vous louez à plusieurs locataires, ou un seul bien, vous le louez à plusieurs locataires, plusieurs nuits. Parce que demain, tu loues un bien classique, que ce soit une maison, son MOC, à combien tu la loues. Si tu as un seul locataire, tu as une chance sur une qu'à un moment, le locataire ne te paye pas. Le problème, c'est que s'il ne te paye pas, qui paye ton crédit, c'est tes économies. Donc là, tu te retrouves en difficulté. Par contre, quand tu fais des stratégies de multilocation, alors là, on a vu des stratégies de multilocation avec plusieurs locataires, mais un immeuble de rapport, c'est pareil. Simplement, là, on parle, si tu as 4 biens, en fait, l'objectif, c'est que tu en aies 2 qui tournent et qui te payent tes charges et que les 2 autres, ils fassent de la rentabilité du cash flow. Si tu fais ça, tu te rends compte quoi? Tu te rends compte que déjà, tu augmentes ta rentabilité, puisque si tu loues 300 € ta chambre et tu as un appart de 3 chambres, tu vas louer 900, il y a de très faibles chances que tu loues 900 € à ton appartement identique à une famille. Voilà. Quel que soit ton quartier, tu l'auras beaucoup plus cher en colocation. Donc déjà, tu augmentes ta rentabilité. Le deuxième point, c'est que tu diminues ton risque, parce que c'est quasiment impossible que les 3 locataires arrêtent de te payer en même temps. Au pire, il y en a un qui ne te paye pas, mais s'il ne te paye pas, il va se faire taper sur les doigts par les 2 autres locataires qui sont dedans. Et tu vas me dire, dans le pire des cas, si tu arrives à louer qu'à 2 personnes sur 3, si tu t'es bien démerdé, en gros, tes 2 locataires, ils te payent toutes tes charges, crédits, etc. Donc, certes, tu ne fais pas de rentabilité, mais par contre, tu ne perds pas d'argent. Et donc, ça, c'est le point le plus important, c'est de me permettre d'un côté d'augmenter ma rentabilité et de l'autre côté de réduire mon risque locatif. Et donc, la réduction de mon risque, elle impacte quoi? Elle impacte ma confiance que j'ai sur mes projets. Tu vois, typiquement, en ce moment, avec la crise qui est actuellement, je ne me dis pas, oh là là, je suis trop en galère, comment je vais faire, je suis dans la merde. Donc ça, c'est le premier point sur la confiance que j'ai en moi et mes investissements. Et le deuxième point, c'est comment je rassure mon banquier. Je suis capable de dire à mon banquier, ok, là, vous voyez, j'ai une colocation de 3 chambres. Demain, si je loue les 3 chambres, et je vais louer les 3 chambres parce que, tac, 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 mon marché locatif il est validé, je fais X centaines d'euros de cash flow. Par contre, si je loue que 2 chambres, hop là, ok, je ne gagne pas d'argent. Par contre, vous voyez qu'en face, toutes mes charges, elles sont payées. Donc, vous prenez aucun risque à me financer. Donc, tu augmentes ta rentabilité et tu diminues ton risque derrière. Donc, c'est pour ça que je suis parti aussi sur ce type d'investissement par la suite. Et c'est marrant qu'on arrive à ça parce que du coup, on parlait tout à l'heure de rentabilité, emmerdement et peut-être plus de risques potentiellement. Tu disais au départ, c'était peut-être potentiellement plus de risques de gestion, mais finalement, ça diminue ton risque potentiellement financier parce que tu as diversifié, parce que tu as plus de rentrées diversifiées au niveau de tes locataires. Et puis parce que tu as optimisé en fait la rentabilité de ton bien grâce à ça. Donc, je suis totalement d'accord. En fait, je prône exactement la même chose et je suis d'accord avec toi que si tu as un locataire, un impayé, tu as 100% de perte. Si tu as un locataire sur une colocation qui ne te paye pas sur 3, tu as 33% de perte au maximum. Et clairement, en fait, quand on fait des stratégies de haute rentabilité dans l'IMO, on cherche à avoir des rentabilités intéressantes, mais sans complètement chercher à augmenter son risque à tout prix, quoi. Au contraire, en fait, avec cette stratégie-là, on arrive avec des stratégies de la colocation, de la location courte durée, des immeubles de rapport, parce qu'encore une fois, c'est la même chose. On achète entre guillemets en gros et on revend en petit, soit à la nuitée pour la location courte durée, soit à la chambre pour de la colocation, soit à l'appartement pour de l'immeuble de rapport, quoi. Et je suis complètement, je fais la même chose, donc je peux que être d'accord avec ce que tu fais et ce que tu dis là. Et tu as parlé de financement bancaire. Est-ce que tu as eu des difficultés? Est-ce que les banquiers comprennent la location courte durée ou pas?
Et ça, c'est la première question que j'ai par rapport au financement, ce que tu as rencontré toi. Ok, alors tu veux dire en fait quand tu présentes un projet, est-ce que le banquier te dit voilà, ça va pas marcher, quels sont les freins par rapport à l'investissement classique, quoi, c'est ça? Ouais, et voilà, et spécifiquement, est-ce que tu vas lui présenter la colocation à courte durée ou pas? Et si tu lui présentes, comment il a réagi la plupart du temps, quoi. Ok, ok. Alors déjà, un point qui est super important, c'est une règle de base. J'espère pour vous que vous la connaissez, mais on va la répéter, c'est que déjà, ce qui est super important sur un projet, si vous voulez sécuriser votre projet, c'est que en location meublée longue durée ou location nue longue durée, que votre bien il s'autofinance. Ça, c'est super important. Derrière, après, on va chercher des stratégies à haute rentabilité derrière, mais la première chose, c'est de sécuriser son bien. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, on est en plein dedans en ce moment, et puis même derrière, si vous êtes en difficulté, au moins, vous êtes sécurisé. Ça, c'est le premier point. Donc moi, quand je vais voir mon banquier, en fait, vous pouvez lui présenter aussi plusieurs scénarios. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence d'approche entre le premier bien que tu fais avec la stratégie de location courte durée et le 2/3. C'est exactement la même chose quand tu montes un business. Quand tu montes un business, tu fais un business plan. Derrière, il faut que tu fasses un business plan immobilier. Mais quand tu fais ton business plan sur ta première société, tu te dis voilà, je sais pas, je veux créer une boulangerie. Tu vas lui dire bah voilà, regardez, j'ai fait mon business plan, les croissants, je peux les vendre à X euros, les pains au chocolat tant, j'ai tant de personnes qui viennent par jour, donc ça me fait ça. Le banquier, qu'est-ce qu'il fait? C'est que lui, il va émettre des suppositions parce qu'il va se dire, OK, mais ça, c'est de la théorie. Est-ce que vraiment vous allez ramener autant de clients? Est-ce que vraiment vous allez vendre à ce prix-là? Est-ce que vraiment vous allez faire ça? Vous allez faire vos recherches, vos analyses pour prouver que ça va marcher. Par contre, la deuxième fois, là, il vous fait confiance. Donc, ça va beaucoup jouer avec vous. Pour moi, la différence entre un projet immobilier et deux personnes, il y a le salaire, il y a l'épargne, bien évidemment, on ne va pas se cacher. Mais par contre, c'est aussi vous, comment vous présentez votre projet. Montrer que vous êtes la meilleure personne pour gérer ce projet. Mais derrière, mettons que le banquier vous fasse confiance. Vous, derrière, si vous avez bien fait votre chose, bah, votre boulangerie, elle va tourner. La deuxième fois, quand vous revenez le voir, vous ne revenez pas avec un business plan. Vous revenez avec des vrais chiffres. Vous dites, voilà, regardez, vous avez montré à l'époque que ça allait gagner tant. Bah, maintenant, ce n'est pas la théorie, c'est les vrais chiffres. Tous les mois, bah, je fais tant. Tous les mois, je fais tant, j'ai tant de charges. Donc lui, une fois qu'il voit que ça fonctionne, si vous dites, je vais réouvrir une boulangerie, il va vous faire confiance beaucoup plus facilement. Après, bah, plus vous allez en avoir, plus ça va grossir. Et bah, sur la location courte durée, c'est pareil. Il faut se mettre à la place du banquier. Il faut lui dire, voilà, je vous présente les chiffres. Par contre, regardez, ça, c'est les chiffres optimisés. Par contre, si je ne fais pas la location courte durée, voilà combien je peux louer. Et si je ne le loue pas en location courte durée, je suis déjà en fait rentable et je fais déjà de la rentabilité sur mon investissement. Donc, il faut montrer au banquier que toutes ces stratégies que vous allez chercher, c'est du plus, mais que de base, vous avez déjà sécurisé en fait votre investissement. Donc, au début, moi, je conseille de mentir entre guillemets à son banquier et de ne pas lui présenter forcément en détail la stratégie que vous allez faire. Enfin, vous pouvez lui présenter, mais il faut quand même lui montrer la stratégie, on va dire, pessimiste et classique de base pour lui montrer que bah voilà, même dans cette situation, vous allez gagner de l'argent. Ça, c'est important. Ouais, ouais, je suis bien d'accord avec le fait que au départ, déjà, et puis on a fait une vidéo à ce sujet, les banquiers ne sont pas encore forcément trop sensibilisés à ces notions de courte durée, de colocation. C'est en train peut-être de changer un peu, mais ils ne sont pas encore trop sensibilisés à ça. Par contre, là où ils sont sensibilisés, c'est quand ils voient des chiffres et des relevés de banque avec des rentrées d'argent récurrentes, comme vous les avez annoncées, etc. Là, ils vont peut-être plus comprendre votre mode d'investissement et plus facilement vous prêter pour une deuxième fois. Mais comme tu le dis, si à la base, vous mettez un scénario pessimiste et le scénario pessimiste est de la location meublée à l'année et qu'elle est déjà autofinancée au niveau bancaire, hein, déjà, le banquier, il comprend que vous maîtrisez votre projet, il comprend que vous maîtrisez votre sujet. Et s'il voit que vous faites encore mieux, comme là, tu l'as dit Rémi, en fait, on vient que doper une rentabilité, l'augmenter. Et donc, c'est tout bénef pour la banque qui gère uniquement un risque. Donc, forcément, je peux la comprendre aussi. La première fois que vous venez avec un projet immobilier, elle peut se dire, on va voir s'il a les épaules assez solides. On va prendre, OK, on va l'écouter, on prend son risque, mais on va considérer un scénario plutôt pessimiste. Et je trouve que c'est plutôt bien de le présenter comme tu le fais ou comme tu le fais faire avec des locations meublées classiques à l'année parce que du coup, le banquier est rassuré et le projet, il passe quand même parce qu'il s'autofinance et généralement, c'est comme ça que ça marche. Oui, bien sûr. C'est ça. C'est ça.
Et par la suite, moi, c'est ce que je dis, hein, c'est souvent les premiers biens qui sont difficiles ou plus difficiles à financer, premier, deuxième, troisième. Derrière, quand ça rentre, qu'il y a des grosses rentrées d'argent, et comme tu le dis, généralement, si vous avez une coloc avec 3 personnes ou en courte durée, admettons une dizaine de nuits par mois, ça suffit à payer toutes vos charges. Et que vous avez un taux de remplissage complet en LCD, en courte durée, ou que vous avez tous vos colocataires, ils voient bien Ouais, que le surplus, il va pouvoir compenser un nouveau crédit et que donc du coup c'est plus facile de vous reprêter et ainsi de suite quoi. Et finalement ouais, le plus difficile c'est le début de se lancer, mais après quand on est bien lancé avec les bonnes bases au départ, ça facilite les choses quoi. Et derrière moi les derniers financements ça m'a pris 10 minutes devant le banquier quoi. Alors qu'au début il faut ouais, défendre le projet et c'est beaucoup plus bien compliqué. sûr. C'est Bien sûr. exactement ça. Ouais. Ok, ok, donc une bonne chose là-dessus. Puis si on parle de financement, là aussi, est-ce que toi, tu as eu des difficultés particulières à financer le bien à distance? Est-ce que le fait que ça soit à distance de la banque, parce que si c'était à l'époque où tu étais encore sur Paris, je suppose que faisais financer avec une banque parisienne les biens à distance ou pas forcément? Non, alors c'est une très bonne question. Parce que moi, on me dit souvent, oui, mais Rémi, si j'investis à distance, les banques dans ma ville, elles me disent qu'elles ne financent pas dans ma ville. Ça, c'est la remarque que j'ai souvent. C'est qu'on me dit, OK, j'habite dans la ville A, j'investis dans la ville B, et quand je vais voir ma banque ou les banques qui sont proches de chez moi, elles me disent, bah ouais, mais nous, on ne finance pas dans telle ville, donc c'est pas possible. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà, euh, pourquoi, en fait, vous allez voir vous n'allez pas voir, pardon, les banques dans la ville dans laquelle vous investissez. Ça, c'est un point qui est important. C'est qu'au lieu de se dire, dans ma ville, les banques, elles ne veulent pas me financer parce que c'est trop loin, bah, pourquoi vous n'allez pas directement voir les banques qui sont dans la ville dans laquelle vous investissez? C'est le premier point. Et deuxième point qui est important à comprendre, c'est que c'est pas parce qu'une banque, elle vous dit non, ça peut être pour plein de raisons. Ça peut être que voilà, ils font pas du sans apport, ils font pas à distance, ils font pas parce que vous avez qu'un an de bilan ou je sais pas, ou parce que c'est impossible derrière. Il faut pas se dire ça et se dire ah bah si ces banques-là m'ont dit non, alors c'est impossible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça me tient à cœur vraiment de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que parce que une, deux ou trois banques leur a dit non, bah, en fait, ça veut dire que leur projet ne fonctionne pas, que c'est impossible pour eux. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Alors, bien sûr qu'il y a des banques qui vont dire euh, nous, on ne fait pas de financement à distance, c'est-à-dire qu'on ne fait que du régional. Fine, ok, c'est leur choix. J'en ai eu plein des banques qui m'ont dit ça. Bah, il y a deux solutions. Soit dire ah bah ok, bah, je ne peux pas le faire. Bah, tant pis. Soit de se dire bah, ok, si cette banque-là, la banque X, on ne va pas citer de nom parce qu'on n'a pas le droit, mais si la banque X dans ma ville me dit non, bah, pourquoi je ne vais pas avoir la même banque dans la ville dans laquelle j'investis, tu vois. Voilà. À un moment, voilà, faut pas se mettre de barrière par rapport à ça. Moi, mon banquier, par exemple, il m'a suivi sur quasiment tous mes projets. Je travaille avec trois banquiers. Un de mes banquiers m'a suivi sur tous mes projets. Et la plupart de ces projets, ils ne sont pas dans la ville dans laquelle il est. Tu vois. Donc, il s'en fout, lui, en fait. Il s'en fout. Il y a des banques qui s'en foutent. Il y a des banques qui font que du local. Voilà, il faut jongler avec ça. Et il ne faut pas se dire, parce que la banque ne veut pas me suivre, c'est pas possible. C'est plutôt ça, en fait, qu'il faut prendre en compte, je pense. Ouais, je suis d'accord parce que moi j'ai les deux cas personnellement. J'ai le cas où j'investis localement et je l'ai vu avec des gens aussi qu'on a aidés. Ils investissent à un endroit là où ils habitent, ils veulent le financer par leur banque locale et finalement ça passe pas. Il faut qu'ils aillent voir une banque, je sais pas moi, des parents, de la famille ou de là où ils sont originaires pour qu'ils le financent alors qu'ils sont Ouais, sur place. Ou inversement, comme tu l'as dit, ils investissent à distance et à ce moment-là, ils font financer par la banque où ils habitent actuellement. Donc, il y a ouais, vraiment tous les cas de figure. Et je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas la réponse de la banque, et même plus loin, ce n'est pas la réponse du banquier qu'il faut écouter. Il ne faut pas se limiter à ça, mais il faut chercher, chercher, chercher encore. Et là, tu as parlé de une, deux, trois banques. Bon, moi, j'ai jamais eu vraiment à faire 15 banques. J'en ai fait 7, 8 une fois, mais j'avais plusieurs oui. Mais j'ai des personnes que je connais qui ont fait plus de 20 demandes pour avoir un crédit immobilier. Et encore une fois, c'est des fois, vous dites 20 banques. Est-ce qu'il y a 20 banques qui existent différentes? En fait, c'est peut-être les mêmes enseignes ou les mêmes grands groupes, mais qui ont été questionnés à différents endroits, bien différentes sûr. adresses. Quoi. Bien sûr. Et il y a un point qui est important, c'est que
moi, je l'ai vu à un moment quand je suis allé dans des villes avec des revenus assez bas, donc des villes entre guillemets assez pauvres, et quand je bossais sur Paris. Tu vois. La différence, c'est que faire la différence sur Paris, c'est-à-dire sur Paris, vous gagnez 4 000 euros, c'est bien. Mais il y a beaucoup de gens qui gagnent 4 000 euros sur Paris, tu vois. Ou un peu moins. Voilà, l'objectif, c'est pas de rentrer dans les stats. Mais par contre, donc vous n'allez pas forcément sortir du lot. Par contre, et dans des villes, vous gagnez 4 000 euros dans une ville, on vous prend pour le Messi. Parce que la plupart des gens, ils sont au SMIC dans cette ville. Et donc, bah, si vous avez un banquier qui a l'habitude de voir des gens qui gagnent 1 500 euros par mois, 1 600, voilà, le montant, il n'est pas important. Bah, quand il voit quelqu'un qui gagne beaucoup plus, il se dit ah, mais moi, je vais pouvoir lui vendre beaucoup plus de produits financiers. Donc, il sera beaucoup plus attiré par votre profil parce qu'il voit derrière l'opportunité derrière. Donc, vous aurez beaucoup plus de pouvoir dans cette banque que dans une banque lambda. Comme je dis, il vaut mieux être le plus petit client, non, pardon, il vaut mieux être le plus gros client de la plus petite banque plutôt que le plus petit client de la plus grosse banque. Parce que demain, vous allez chez une banque très connue qui commence par un H et qui ont des grosses fortunes derrière, je vous garantis que si vous n'avez pas plusieurs millions de patrimoine, avant de faire accélérer les choses, vous pouvez vous lever de bonheur. Par contre, demain, vous allez dans une autre banque et vous dites, bah, écoutez, voilà, moi, j'ai 3 000 euros de salaire et bah, j'ai déjà 4-5 biens derrière et que dans la ville, il n'y a que des gens qui sont en galère, qui n'investissent pas dans l'immobilier derrière, bah, le banquier va vous regarder différemment. Et moi, je l'ai vu quand j'étais sur Paris et qu'on allait dans d'autres villes, c'était incroyable. On allait dans des banques, presque, on donnait quasiment pas de documents, c'était financé. Quoi, tu vois. Donc, il ne faut pas se mettre des barrières quand on n'a pas en avoir. Ouais, et encore une fois, c'est trouver le côté positif de notre situation et s'en servir pour avancer. Parce que comme tu le dis, tu pourrais te dire, ah, putain, je suis à Paris, oui, j'ai mon salaire, je gagne bien ma vie, mais je ne peux pas trouver un logement sur place. Ben non, ben je vais investir ailleurs. Je profite de ma situation de, entre guillemets, parisien, un peu mieux, avec un bon salaire, etc., pour investir ailleurs et me faire bien voir d'une banque qui a besoin de clients un peu plus haut de gamme alors qu'elle a une clientèle un petit peu plus avec des revenus plus bas et donc t'en profites. Et donc ça, c'est par rapport au salaire, je suis d'accord. Et moi, je l'ai vu par rapport au montant des biens. À l'inverse, je raconte toujours cette histoire. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait financer un bien et du coup, c'était un bien, il y en avait pour 170 000 euros. Donc, je vais voir une banque localement dans la ville où je voulais investir. Bon, ils m'ont dit, OK, bon, ça leur semble faisable. Donc, c'était possible, mais ça les enchantait pas trop. Et je vais à Paris, et une banque parisienne, et je lui dis, ben, ça fait tant de mètres carrés, ça faisait 70 mètres carrés, 160 000 euros. Et là, elle me dit, mais enfin, c'est si peu cher que ça. Enfin, et donc, elle était choquée que ça soit très peu cher parce que sur Paris, elle est habituée à avoir des montants, des prix au mètre carré énormes. Et donc, du coup, pour elle, bah, c'était pas grand-chose de donner ce crédit-là. Et donc, du coup, elle me l'a octroyé hyper facilement. Et elle me disait, bah, la semaine Ouais. dernière, j'ai financé 3 box de parking ou 2 box de parking. Et c'était beaucoup plus que ce montant-là, dans un secteur Ouais. hyper coté, quoi. Et donc, du coup, elle trouvait ça plus de sens de financer un appartement locatif qui génère de l'argent plutôt que de financer des box de parking ou même des investissements dans des caves comme certains lui proposaient et qu'elle n'y voyait aucun intérêt. Et donc, du coup, bah, voilà, encore une fois, profiter de C'est ça. l'opportunité qui est là, de trouver un bon interlocuteur en fonction de ses atouts qu'on a. Et je suis certain que tout le monde a des atouts et il faut essayer de les mettre en valeur, quoi. Ouais, tout à fait, bien sûr. Ouais. Ouais, ok. Et puis, bah, si j'avais encore une petite question là. Bon, c'est une période, Ouais. on est en période de confinement. Est-ce que ça change quelque chose pour toi de faire de l'immobilier dans cette période ou pas? Alors, je ne vais pas forcément parler de la LCD, de la coloc, parce que bon, ça, c'est les sujets qu'on entend tout le monde qui déblatère là-dessus. Mais moi, je trouve que c'est pas 2 ou 3 mois dans la vie d'un investissement qui vont faire quoi que ce soit sur la renta. Et puis, si tu fais ça depuis quelques temps, tu as dû mettre de côté largement de quoi voir venir, quoi. Donc ça, c'est Ouais. pas forcément le sujet, mais la période, comment tu la vois à la suite? Est-ce que tu recherches en ce moment ou alors tu es en stand-by? Ça m'intéresse de savoir un peu ce que tu fais, si tu fais des offres, si tu visites, parce que peut-être que les stratégies que tu as mis en place pour faire des visites à distance, bah, peut-être que tu peux les utiliser là aussi, parce que c'est un peu la même chose. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ouais, bien sûr. Alors déjà, je vois ce que tu dis sur la LCD, ouais, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que pour moi, quand on est investisseur, que ce soit investisseur immobilier, mais en bourse ou autre,
faut choisir son horizon de temps. C'est-à-dire que demain, la personne qui dit, qui regarde, je ne sais pas, Coca-Cola le 13 mars 1995, j'en sais rien, je dis au pif, peut-être que ce jour-là, Coca-Cola, ils ont perdu 10%. Donc, la personne qui regarde que sur le 13 mars, il se dit quoi? Il se dit bah, Coca-Cola, c'est pourri. Par contre, si tu regardes sur un horizon de temps plus long, je peux te garantir que ces 10% peut-être qu'ils ont perdu à cette date-là, et encore une fois, j'en sais rien, donc ne me dites pas non, c'était pas vrai, ils n'ont pas perdu à telle date, etc. Pour vous donner un exemple, sur du long terme, sur un horizon plus long, je vous garantis qu'ils s'en sortent très, très, très bien. Et dans la crise, c'est ce qui va se passer. Pour moi, l'immobilier, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on fait la location courte durée, ça fluctue. Chaque mois, on n'a jamais le même revenu. Parfois, il y a des mois qui sont un peu plus élevés, parfois, il y a des mois qui sont un peu plus faibles. Dans des villes où c'est plus simple l'été et plus compliqué l'hiver, l'hiver, on loue un peu moins, l'été, on loue beaucoup plus. L'important, c'est de regarder sur l'année. C'est de se dire, OK, sur l'année, sur les 12 mois, combien ça m'a rapporté? Et si je ramène mensualisé au mois, moyenné au mois, combien ça me fait par mois? Voilà. Et bien évidemment que ça fluctue. Voilà. Donc là, moi, il y a les mois d'avant, entre guillemets, je me suis gavé. Ces mois-là, c'est un peu la galère. Et les mois prochains, ça sera très bien. Voilà. Donc quand je vais faire le lissement sur l'année, oui, je pense qu'honnêtement, je gagnerai moins cette année-là que les années précédentes. Voilà, OK. Par contre, est-ce que ça va me mettre en galère? Non, non. J'ai reporté mes crédits, j'ai mis en place des choses, etc. Donc ça, c'est le premier point. Donc, c'est l'horizon d'investissement à regarder pour se dire, OK, est-ce que ça vaut le coup ou ça ne vaut pas le coup? Le deuxième point, c'est par rapport à la situation. Pour moi, il y a la crise qui est existante. On ne va pas se cacher, il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. La question que moi, je me pose tout le temps et à laquelle je travaille avec les personnes que j'accompagne, c'est plutôt de se dire, OK, comment on va tirer parti de cette situation? Voilà. Parce que, encore une fois, c'est ma vision de la chose et comme je répéterai tout le temps, ce n'est pas des conseils, c'est ma vision personnelle. Donc, tu pourras mettre un petit disclaimer si tu veux. Attention, ce n'est pas des conseils immobiliers, ne faites pas ça, etc. C'est ma vision de la chose, mon retour d'expérience par rapport à ce que je vois sur l'investissement, les retours que j'ai avec les personnes que j'échange, mais ça peut être des avocats, des notaires, des agents immobiliers. C'est qu'on ne sait pas comment le marché va évoluer. Monter, baisse des prix, personne ne le sait. On pense qu'il va y avoir une baisse, il y a tous les indicateurs qui montrent forte chance qu'il y ait une baisse. Par contre, on ne peut pas savoir si ça va baisser de 5%, de 10%, de 12,8%. D'ailleurs, personne ne le sait. Donc ça, c'est important. Donc, par contre, ma vision, c'est quoi? C'est que dans chaque crise, il y a des opportunités. Et là, pour moi, l'opportunité, c'est de se dire, OK, je suis prêt pour saisir ces opportunités quand elles vont se présenter. Et quand je dis je suis prêt, il y a un aspect financier. J'ai les fonds, soit crédit ou épargne et apport derrière pour être prêt lorsque les opportunités se présentent, mais aussi je suis prêt là-dedans. Je suis prêt en termes de connaissances et de stratégie technique. Je suis capable d'identifier les bonnes affaires, d'identifier les opportunités. C'est bien beau d'avoir le budget, mais si on n'a pas derrière les connaissances pour trouver les bonnes affaires, on va attendre, on va rien trouver. Donc, pour moi, c'est le bon moment de se former, de se préparer maintenant pour être prêt justement au bon moment. Parce que si on regarde un peu la chose, moi j'échange beaucoup j'échange avec un avocat par exemple qui gère tout ce qui est saisie immobilière. Lui, ce qu'il m'expliquait, c'est que pour lui, il y a des bonnes affaires qui vont se créer. Parce qu'il entend de plus en plus de gens qui disent il y a des litiges, il y a des impayés, il y a des gens qui sont en difficulté. Il y aura aussi malheureusement, et désolé pour toutes les personnes qui vont le vivre, des successions. Il y aura tous ces aspects-là. Donc derrière, il y a des gens qui malheureusement vont aussi se retrouver en difficulté. Il y a des gens qui vont vouloir vendre plus rapidement. Et donc je pense, encore une fois, c'est mon avis personnel et mon retour d'expérience, que le pouvoir va être aux acheteurs et qu'on va avoir une négociation qui va être plus ou moins forte, importante. Ça, c'est le premier point. Derrière, pour répondre à ta deuxième question, moi, je continue à positionner des offres. Là, je dois appeler un agent immobilier. Là, je suis en cours sur une négo. J'ai des personnes que j'accompagne qui continuent à faire des offres et qui ont eu des offres acceptées. Il y en a qui ont réussi tant bien que mal à faire la visite. Il y en a d'autres, les agents se sont organisés, ils ont envoyé des vidéos, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, encore une fois, pour moi, le marché n'est pas mort à 100%. Donc, il faut faire le maximum. Et j'aime bien faire ce parallèle, c'est qu'on me dit, ça t'impacte comment l'immobilier? Oui, ça m'impacte actuellement. Par contre, comme je te l'ai expliqué, c'est que moi, j'ai déjà appris à mettre en place des choses qui font que la visite, pour moi, c'est la dernière chose que je vais faire. Et mon projet, il est quasiment validé à 90% avant de faire la visite. Donc, finalement,
là, je suis prêt, j'ai plein de projets qui sont dans le pipe et je sais que dès qu'on va pouvoir sortir de ce confinement, au fur et à mesure, je vais pouvoir planifier mes visites. Mais tout est déjà prêt, j'ai déjà quasiment toutes mes infos et si ça tenait qu'à moi, je positionnerais une offre. Tu vois. Voilà. Ça ne m'empêcherait pas d'aller visiter après, compromis, etc. Mais par contre, comme ma méthodologie que j'ai développée me permet déjà d'analyser à distance, bah, j'ai déjà fait 90% du travail. Donc ça, c'est important. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Bah, moi aussi, j'ai fait des offres. Donc, malgré le confinement, j'avais fait des visites avant. Je pense qu'entre les personnes qui avaient déjà des biens en vente, des personnes Ouais, qui sont forcément pressées, qui étaient déjà pressées, qui se voient que ça a retardé un peu l'échéance, toutes les personnes qui actuellement s'étaient dit bah, je vais vendre vers mars-avril, que c'est un peu compliqué, ils vont se mettre à vendre aussi. Comme tu l'as dit, il y aura des successions, il y aura des problèmes d'impayés, etc. Il risque d'y avoir une offre importante. Peut-être que la demande sera là, mais je pense qu'elle ne sera pas aussi importante qu'il va y avoir une augmentation de l'offre. Et du coup, on aura effectivement un peu plus de pouvoir de négociation, de discussion sur le prix, sur les conditions, etc. Et donc, ça va être plutôt intéressant. Mais je suis content de t'entendre dire encore une fois qu'on n'est pas au point mort non plus. J'ai vu des personnes qui ont signé des compromis à distance, qui ont signé des actes authentiques dans les premières semaines du confinement, c'est arrivé. Moi, j'ai des artisans qui bossent encore sur les chantiers. Je ne sais pas si tu as des chantiers en cours, mais moi, ça bosse un petit peu. D'accord, pas de chantier, mais ça bosse un petit peu, donc c'est toujours un peu plus ralenti parce qu'ils doivent prendre des mesures particulières. La ouais, fourniture, les fournitures, les fournisseurs de matériaux, il y a certains produits qui sont indisponibles, donc ils mettent en délai, etc. Mais ils arrivent quand même à avancer et moi je trouve que ça avance mine de rien pas si mal. Pour l'aspect bancaire, j'ai des personnes qui ont envoyé des dossiers bancaires et qui sont traités. Parce qu'on pourrait dire ouais, ils les mettent en stand-by, donc c'est traité. C'est vrai que c'est un peu plus difficile pour démarcher de nouvelles banques, par contre, parce que les banques, ouais. elles sont en train de s'occuper de leurs clients en priorité, et puis c'est normal, quoi. Enfin, leurs clients particuliers, mais aussi et encore plus leurs clients professionnels qui ont besoin de soutien. Donc, c'est tout à fait normal, mais je suis d'accord avec toi que c'est possible de bosser en ces temps. Eh ben, écoute, Rémi, on arrive sur la fin de cette interview. S'il y avait, j'aime bien finir les interviews comme ça, une qualité principale, ou allez, deux peut-être qualités principales pour être un investisseur immobilier qui performe, qui fait des résultats incroyables comme tu as pu le faire, ça serait quoi? Ça serait quoi? Ouais. C'est une très bonne question. Tu n'as trouvé que deux. Allez, je vais t'en donner trois, comme Vas-y, ça fera trois, il n'y a pas cadeau. de souci. Déjà, déjà, je dirais le focus. C'est important. Quand je dis focus, c'est pas forcément focus sur la stratégie, mais c'est focus sur ce que vous avez envie de faire. C'est-à-dire que le processus immobilier, moi, je pense que tu es un peu comme moi, on n'est pas là pour vendre du rêve. Ça va pas se faire comme ça en 2 semaines. Ça va pas se faire en 2 semaines. C'est pas comme la bourse, par exemple, où vous pouvez arriver, vous dites j'ai mis 100 000, ça a pris 50% et boum, voilà, tac, c'est parfait. L'immobilier, ça ne marchera pas comme ça. Donc, focus pour répéter les actions et apprendre derrière et améliorer continuellement vos projets. Le deuxième point, ça serait, qui est un peu lié au premier, c'est la persévérance. C'est-à-dire que dans l'immobilier, ça peut être chronophage. Vous allez faire des offres, vous allez faire des visites, vous allez être de plus en plus exigeant. Et en fait, tu dois le vivre, hein, mais vous pouvez arriver sur un marché, faire des recherches, vous dire, wow, c'est incroyable, là j'ai analysé 50 annonces, il y a genre 30 affaires de ouf, j'ai fait des offres et j'ai 2 offres acceptées. Et pas parfois, il y a des mois où vous allez faire 50 annonces, il y aura une offre potentielle, vous allez faire la visite, ça va être pourri ou alors ça ne va pas passer à votre offre et vous allez dire, je ne comprends pas. Donc l'immobilier, ça peut être chronophage derrière, donc il ne faut pas lâcher. Quand vous avez des moments de doute, il ne faut pas lâcher, il faut persévérer. Et je pense que le troisième point, qui est une qualité mais qui se développe, j'ai envie de dire, c'est la projection. C'est-à-dire que pour moi, ce qui fait la différence entre un acheteur immobilier lambda et un investisseur, c'est la capacité à se projeter dans le bien. C'est de se dire, OK, j'ai un bien existant, finalement, je vais le prendre dans tous les sens. Qu'est-ce que je peux faire dedans? Qu'est-ce que je peux mettre en place dedans? Comment je peux l'organiser? Voilà. Et c'est de voir en fait ce que les gens ne voient pas. Et c'est comme ça que vous allez trouver des bonnes affaires, vous allez vous créer votre bonne affaire et vous allez optimiser votre bien. Voilà les 3 points importants pour moi, je pense. Il y en a plein d'autres, mais je pense que vraiment, eux, c'est les plus importants.
Ouais, bah, je suis complètement d'accord avec le focus sur l'objectif. Clairement, pour moi, l'immobilier, alors oui, à court terme, on va pouvoir gagner de l'argent, etc. Mais c'est surtout de penser à moyen ou à long terme. C'est un patrimoine immobilier. Enfin, on ne construit pas un patrimoine pour 1 an ou pour 2 ans. C'est vraiment pour du long terme. Et de garder cet objectif et d'être persévérant dans cet objectif-là, de répéter des belles opérations, des meilleures opérations au fur et à mesure, c'est nickel. La projection, bah, c'est clair, hein. Si vous êtes capable de voir des gros points positifs ou bah, ça peut être des espaces perdus, ça peut être un aménagement qu'on n'a pas imaginé, ça peut être, enfin, il y a plein de choses dans l'immobilier, mais c'est clair que si vous arrivez à le voir, euh, bah, vous allez mettre en avant des biens qui n'avaient aucun avantage ou qui ne présentaient rien au départ, quoi. Donc, forcément, vous allez générer de la valeur et Ouais. puis du coup, bah, gagner de l'argent, voilà, mine de rien. Donc, c'est ça. C'est ça. Bah, écoute, merci Rémi pour cette interview. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on parle, mais on parle. C'était top, c'était top. On a pas mal de points en commun, je trouve, et de stratégies en fait qu'on a mis en place, qu'on a essayé un peu de professionnaliser ça. Je trouve ça très très bien. Parce que ben, ça aide au quotidien pour notre gestion. Et ben, on fait un Ouais. peu la même chose, d'accompagner des personnes pour réaliser leurs objectifs dans l'immobilier. Et je pense que leur donner un cadre et de bonnes bases comme ça, ben, ça les aide vraiment pour toute la suite de leur vie. Ça autonomise les gens aussi dans leur Ouais, futur et dans leur recherche pour plus tard. Et je trouve que c'est très très bien de les aider là-dessus. Donc, bien sûr. merci pour ce partage. Est-ce que tu peux nous redire où c'est qu'on te retrouve sur les réseaux, s'il te plaît? Ouais, bah, vous pouvez me retrouver je suis principalement sur Instagram, donc sur Imolib, donc I2MO tiré du 6, donc tiré du bas libre. N'hésitez pas à m'envoyer un MP. Vous pouvez aussi me retrouver bah, sur YouTube, chaîne Imolib. Et puis voilà, j'organise régulièrement des conférences, donc bah, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire derrière et puis on aura l'occasion d'échanger ensemble avec grand plaisir. Bon, ben voilà, c'est parfait. Vous avez toutes les infos. On les mettra dans la description. Merci encore, Rémi. À toutes et à tous, si cette Merci à interview vous a toi. plu, ben, écoutez, mettez un petit pouce comme d'hab, abonnez-vous. Voilà, ça mange pas de pain. On aime toujours ça. Et puis, Faites du ben, on se bruit. dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais, abonnez-vous à celle de Rémi. Tant qu'on y est aussi, ça fera du bien aussi. C'est parfait. Et puis, ben, on se retrouve une de ces quatre C'est pour ça. une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Bye bye. Avec plaisir. Salut, ciao, bye, Benjamin.